Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. En Algérie, les jours se suivent et se ressemblent, dans la monotonie, dans la médiocratie routinière, avec une administration tatillonne et tracassière, dans un climat anxiogène, où pèse l'incertitude des lendemains, où une majorité de la jeunesse ne rêve plus que de pouvoir s'exiler, aller tenter sa chance dans le mythique Eldorado qu'est l'Occident. Les gens se replient à leur seul foyer, derrière leur barodage au milieu de leur petite famille où ils peuvent enfin relâcher leur vigilance dans cette société où tout le monde se méfie de tout le monde, où la haine est omniprésente, où la joie de vivre a déserté les cœurs. Au-dessus, tout en haut, au sommet de l'État, si tant est que l'on peut qualifier d'État, ces milieux qui tiennent tout le pays en otage, qui se sentent imposés à la tête de ce pays par la force et la fraude, qui ne s'y maintiennent que par la violence, le mensonge et la subversion. Dans ces milieux, la règle est de démentir la dure réalité et d'affirmer le contraire de ce qui est. D'asséner que l'Algérie est une puissance régionale, une force de frappe où l'armée et le peuple sont frères, comme si les deux étaient des entités distinctes. Un pays où le secteur de la santé est le meilleur d'Afrique et du Maghreb, nous avait dit M. Tebboune, président de la République. Un pays où la production agricole est l'une des plus performantes du bassin méditerranéen, puisque de la bouche même du président Tebboune, elle produit plus de 25 milliards de dollars par an. Un pays où l'inflation est l'une des plus faibles du monde, puisque de la bouche même du président Tebboune, elle n'est que de 7%. Un pays où le taux de croissance est l'un des plus élevés du monde, puisque de la bouche même du président Tebboune, elle est de 14%. Les Algériens gaspillent un temps précieux à trouver du lait en sachet, pour raison de pénurie endémique de lait, comme beaucoup d'autres produits de première consommation. Les Algériens qui passent leur temps à faire la chaîne pour retirer de l'argent de leur compte bancaire, puisqu'il y a eu une grave pénurie de billets de banque pendant des mois. Les Algériens qui n'arrivent pas à nourrir convenablement leurs familles respectives, puisque les prix se sont envolés et que les salaires ont stagné. Le niveau de vie de millions parmi eux s'est dégradé. L'accès aux soins et aux médicaments est devenu problématique pour des catégories entières de la population. De l'aveu même de professeurs de médecine, de très nombreux enfants cancéreux meurent faute de soins appropriés, au moment où les membres du régime vont tous sans aucune exception, soigner leurs petits bobos dans les meilleurs hôpitaux du monde. Mais le régime continue à se shooter aux chiffres frelatés et aux illusions psychédéliques. Le même Tebboune annonce qu'une allocation chômage a été instituée pour permettre aux sans-emploi de vivre dans la dignité, nous a-t-il dit, avec l'équivalent de 2 € par jour. Mais, dans le même temps, il institue un parcours du combattant pour pouvoir y prétendre. Et il pousse le bouchon jusqu'à livrer un chiffre du chômage qui ne représente même pas 10% du véritable nombre des chômeurs.
Le tout récent Conseil des ministres, plutôt là, semble s'être tenu dans une autre planète, puisqu'il y est question de méga-projets d'investissement dans un pays où même les élites désertent massivement leur patrie. Il y a quelques semaines seulement, 1200 médecins, dont des spécialistes et même des professeurs de médecine et même des chefs de service, ont fui le pays. Un conseil des ministres où il est question de la réhabilitation de la façade maritime d'Alger, qui n'est pourtant plus que béton. Un conseil des ministres où il est question du réseau ferroviaire Alger-Tamanrasset-Adrar. Quand même au nord du pays, le secteur ferroviaire est sinistré, où les retards des trains sont des records mondiaux. Un conseil des ministres où il est question de la réalisation d'un hôpital moderne, en partenariat avec le Qatar et l'Allemagne, au moment où le ministre de la Santé en personne déclare ceci, je cite sa déclaration mot à mot. La situation a montré que la plupart des hôpitaux universitaires sont vétustes et actuellement inadaptés à la médecine moderne. C'est monsieur le ministre de la Santé qui l'a dit, et je répète ce qu'il a dit. La situation a montré que la plupart des hôpitaux universitaires sont vétustes et actuellement inadaptés à la médecine moderne. Fin de citation. Un conseil des ministres où il est question de modernisation du tissu urbain de Skikda, Annaba, Constantine et Wahran, des villes sinistrées, frappées de plein fouet par une dégradation urbanistique à peine croyable et qui souffrent de très nombreux dysfonctionnements qui ne disposent même pas d'un système un tant soit peu normal de ramassage des ordures ménagères. Telle est la situation en Algérie où le divorce est depuis longtemps consommé entre le peuple algérien et le régime qui l'incarcère, dans la grisaille des jours, dans la répression, dans la pénurie, dans la médiocrité, dans l'incompétence, dans l'impéritie, dans le mensonge, dans le pillage, dans la corruption de masse. Telle est la situation.
Algérie, un autre conseil extraterrestre des ministres. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Abbas Hamadan, analyste politique, ex-conseiller de M. Ait Ahmed Rabbi Yerhamou. Depuis Paris, donc, il est avec nous. Abbas Hamadan, merci d'être avec nous. Ah, il y a un petit souci, on va essayer d'arranger ça. Anis El-Qama, psychologue et militant politique depuis Paris. Anis El-Qama, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Je salue mes camarades chaleureusement et puis je salue tout le peuple algérien qui nous regarde et les techniciens de Mararabia aussi. Merci beaucoup. Hamid Lello, analyste politique qui est avec nous depuis Washington, D.C. Hamid Lello, merci d'être des nôtres. Le plaisir est pour moi et salut à tout le monde. Merci. Rappelez-nous le nom de votre association depuis Washington. Oui, alors c'est une organisation non gouvernementale qui s'appelle RISE, Reaching Independence Through Social Engagement, qui veut dire atteindre l'indépendance à travers l'engagement social. Donc c'est une organisation apolitique, mais nous travaillons à aider les sociétés civiles à s'organiser. Voilà. Très bien. Abbas Hamadan va nous rejoindre bientôt. Alors, il est prêt. Abbas Hamadan, merci d'être des nôtres. Ah, il y a un souci, le son, on n'entend rien. Ah, très bien, donc nous allons essayer d'arranger ça. Hamid Lello, d'abord, sur ce conseil des ministres, pourquoi extraterrestre? Parce qu'à la lecture des points qui ont été examinés, réhabilitation de la façade maritime d'Alger, réseau ferroviaire entre Alger, Tamrast et Adrar, réalisation d'un hôpital moderne en partenariat avec l'Algérie, le Qatar et l'Allemagne, des projets générateurs de lait, de viande rouge, d'huile et de sucre, rien que ça, modernisation du tissu urbain de Skikda, Annaba, Constantine, Wahran. À votre avis, ce système, il est dans l'autisme, dans le déni, dans le mensonge? Il est dans quoi pour nous pondre de telles et hallucinantes histoires comme ça, à dormir debout? Je pense que le pouvoir algérien prend ses rêves pour des réalités. Ou bien il voudrait penser qu'il peut faire ça. Et de l'autre côté, je vais vous contredire, cher Jamaldine. Et je pense que c'est le moment de faire ce genre de projet. Sauf que, avant de faire ça, il faut avoir une pensée stratégique. Et puisque vous avez mentionné l'état de délabrement de nos cités, surtout dans le nord, donc ils ont mis beaucoup d'argent, gaspillé beaucoup d'argent. On parle quand même de 1 trillion de dollars, 1000 milliards de dollars pendant 20 ans de Bouteflika, au moins, en plus de ce qui a été dépensé et gaspillé avant. Tebboune et beaucoup de ses acolytes ont toujours fait partie de toutes les équipes qui ont géré ces projets, ou tenté dire projets.
Mais moi, je dirais que ces projets-là, l'Algérie en a besoin, mais avec un gouvernement compétent, avec un gouvernement cohérent, avec un gouvernement légitime. Mais surtout, si on avait des équipes qui travaillent sincèrement et qui pensent au point de vue stratégique, c'est-à-dire au-delà de 25, 30 ans, déjà, pour développer quelque chose, c'est penser à délocaliser. Pourquoi rester dans le Nord? Vous pouvez délocaliser l'entreprise vers des régions dites isolées en donnant des avantages fiscaux, développer les infrastructures. Les infrastructures dont ils ont parlé, elles sont cohérentes en fait. On a besoin de routes, on a besoin de voies ferrées, on a besoin de cette infrastructure pour lier et relier toutes les villes, surtout dans le sud, qui ont des capacités extraordinaires. Vous avez parlé de Annaba, Constantine, Oran, pour ne citer que ces villes-là, elles sont tellement, elles étouffent de leur densité. Et si on délocalise dans le sud et si on se donne les moyens de le faire, et je parlerai des moyens, on peut faire ça. Alors, pour faire ça, l'Algérie, elle jouit un petit peu de quelques ressources financières. On a encore ce matelas de dollars qui viennent des hydrocarbures, mais surtout, si on avait un régime légitime en qui les gens feraient confiance aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, ça favoriserait l'investissement étranger direct dont l'Algérie souffre et a tant besoin. Et l'investissement étranger direct, il peut être privé comme il peut être public, et aussi l'investissement ça ne vient interne. pas comme ça, l'investissement étranger, mais à justement, des conditions. Il faut la confiance, il faut le sérieux, il faut la compétence. Je parlais de ça. Il faut qu'il y ait un régime compétent, qui a une légitimité. Et on a besoin de changer le système financier parce que les banques algériennes, elles doivent apprendre à travailler à l'international, à prendre des risques, à ne plus agir comme des coffres-forts parce que surtout pendant les dernières années, c'était des coffres-forts où les oligarques venaient se servir. Même pas Donc, de coffre-fort puisque c'est un pays, c'est l'un des seuls pays au monde, je crois, c'est le seul pays au monde à avoir souffert pendant des mois d'une pénurie de ses propres billets de banque. Même les billets de banque qu'il émet, qu'il imprime, ils échappent à son circuit bancaire. Ils vont dans une économie informelle qui dispose de la quasi-totalité de l'économie, pour dire. Donc, à travers des crédits, justement, à travers des crédits qu'ils ont octroyés à des soi-disant acteurs économiques et financiers algériens, mais on sait que c'était tous des oligarques qui ne méritaient pas d'avoir ces crédits parce que vous ne pouvez pas développer une économie. Vous savez, moi j'avais travaillé, juste une parenthèse, il y a une quinzaine d'années dans des pays subsahariens, dans un projet qu'on appelait PPU, partenaire privé public partenaire dans le développement urbain, puisqu'il s'agit du développement urbain. Et pour faire un développement urbain, on peut associer et le privé et le public ensemble, mais il faut avoir une politique d'urbanisation. Et la politique d'urbanisation, c'est une approche interdisciplinaire qui crée la relation entre le citoyen et la place où il vit. C'est-à-dire que pour développer ces méga-projets dont il parle, il faut qu'il y ait une approche interdisciplinaire où vous avez des économistes, des financiers, des gens de l'éducation, des gens de la sécurité, les gens de la santé, les gens de la psychologie, etc. Tout ce qui tient à besoin quotidien de tout citoyen. Et ensemble, ils vont élaborer une politique d'urbanisation qui va favoriser l'épanouissement du citoyen. Je reviens à vous dans un petit moment. Est-ce que Abbas Hamadan est avec nous maintenant? Not yet. Alors, Anis El-Qama, en espérant que ce problème avec Abbas Hamadan soit réglé rapidement. Anis El-Qama, merci donc d'être avec nous, Anis. Merci à vous. Alors, Anis, Conseil des ministres avec un programme qui laisse songeur, pour le moins.
Oui, bah, ça me rappelle une citation, je crois que c'est Churchill qui l'avait dit, que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, ceux qui les Oui. reçoivent. On est exactement dans ça. Oui. On est dans un un effet d'annonce qui se veut impérial, qui se veut construire des châteaux en Espagne, comme le dit aussi l'expression, mais en réalité, tout cela finira en un flop, comme ça a été dans toutes les promesses qu'on fait ce régime. N'oublions pas que cette histoire de refaire la façade d'Alger, de créer une sorte de skyline avec des gratte-ciel à Alger, ça date pas d'aujourd'hui. En fait, c'est du réchauffé, c'est du recyclé. Ça fait au moins 10 ou 15 ans que je vois cette image 3D mal faite d'ailleurs. Ils auraient pu payer des infographistes plus compétents, mais bref. Et revenir et à chaque fois ce genre d'histoire être ressassé. En réalité, il faut inscrire ça dans la volonté du régime de vendre du rêve aux Algériens, pensant qu'ils peuvent gober leurs histoires, mais ça n'a absolument rien de réaliste. Je suis tout à fait d'accord avec mon camarade Hamid Leloud lorsqu'il dit que oui, nous avons besoin d'investissement et nous avons besoin de faire ces infrastructures-là, mais l'Algérie n'a tout simplement pas les moyens financiers actuellement de le faire. Ce n'est pas une fatalité. En réalité, on aurait pu compter sur des investissements privés étrangers, n'ayant pas peur du mot, qui travailleraient avec le public exactement comme ce qu'a dit Hamid dans un cadre de partenariat public-privé. Les deux ne sont pas contradictoires, pas du tout. Les pays qui savent réellement comment fonctionne une économie en 2022 attirent les investissements. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des signaux très négatifs aux entreprises étrangères. Je rappelle que ZIC, donc le ministre du Commerce, a récemment fermé de grands cabinets d'audit qui avaient pignon sur rue à Alger, comme KPMG ou Deloitte. Ce genre d'entreprise, pour expliquer aux gens qui nous regardent, qui ne sont peut-être pas familiers avec ce genre de choses, c'est de très grands cabinets d'audit. Ils font partie des Big Four. Enfin, je crois que KPMG fait partie des Big Four. Et c'est des cabinets d'audit, d'investissement financier. Et c'est eux qui ouvrent la porte en général à des investissements dans les pays. Pourquoi RZIG les a fermés? C'est à se taper la tête par terre. C'est parce qu'ils n'affichaient pas les prix. Donc RZIG, qui soi-disant est docteur, confond KPMG, qui est l'un des plus grands cabinets d'audit au monde, avec une épicerie de quartier, parce qu'ils n'affichent pas les prix. Je vous assure que lorsque j'ai lu ça, je pensais que c'était une blague, je pensais qu'on était le 1er avril, mais non, on n'est pas le 1er avril. Et en envoyant ce genre de stupidité, ce genre de signal stupide au monde, qu'est-ce qu'on veut attirer? On n'attirera rien. Mais Anis, avant de rentrer dans ces points de détail, si je peux dire, je vais vous reposer une question que je vous ai déjà posée dans une autre émission. Je la pose aux psychologues. Ces gens-là qui se réunissent et qui parlent de ces choses réellement extraterrestres, comparées à la situation des Algériens, ils sont dans quoi? Ils sont dans l'autisme, ils sont dans juste le mensonge, dans la tromperie, sur la marchandise, ils sont dans le déni, dans la fuite en avant, ils sont dans quoi, ces gens? Je vous avais déjà répondu qu'on peut croire très fort à quelque chose qui est très faux. Et j'avais cité le livre de Festinger, donc qui est un psychologue social qui avait parlé des mouvements sectaires et qui sont dans une idéologie et même lorsqu'ils voient que la réalité contredit leur idéologie, continuent à y croire. C'est les phénomènes de dissonance cognitive. Donc ça a été longuement étudié. Ils sont dans une logique et ils ne sont pas les seuls. Tous les pays du bloc soviétique étaient dans une espèce de logique. Et même le Kazakhstan actuellement, c'est la même logique de se dire que nous sommes les seuls à détenir la vérité. En réalité, ça se rapproche peut-être d'une dérive sectaire. Il faudrait étudier ça sur cet angle-là. Ils sont dans une logique qu'ils ont raison, quelle que soit la situation, quel que soit le retour que leur fait la réalité, ils n'y croient pas. Ils se disent que c'est de toute façon un complot marocain ou je sais pas moi, israélien, américain, qui dit le contraire. Et que les militants sont tous payés, reçoivent tous des virements du Maroc ou d'Israël ou des États-Unis. Mais en réalité, pour revenir à ces choses-là, parce que certes, peut-être que c'est un point d'actualité, le fait que KPMG a été fermé ou que Deloitte a été fermé, mais pourquoi j'insiste sur ça? C'est que ça dénote une attitude anti-investissement. Ce n'est pas qu'on ne sait pas faire attirer de l'investissement, c'est qu'on fait tout contre l'investissement étranger. Et ça, c'est extrêmement grave, surtout dans une situation
où peut-être qu'on va reparler, notre consommation interne est extrêmement élevée en termes de ressources naturelles et donc on n'arrive pas à exporter. Donc même si le pétrole pardon, est en 150 ou 200 dollars, on n'arrivera pas à en tirer quelque chose comme dans la tranche 2010-2014, qui en plus de cela enferme un gazoduc qui nous lie à l'Espagne, qui aurait pu faire augmenter notre production, donc notre gain, à cause de la petite guéguerre qu'on mène au Maroc au lieu d'intégrer cette région qui est le Maghreb, qui est pourtant très homogène au niveau culturel et qui est la dernière région en termes d'intégration économique en Afrique. C'est une attitude antinationale. Ce n'est pas une attitude uniquement irresponsable ou incompétente, c'est une attitude antinationale, anti-algérienne. Et ce régime-là est en train de nous mener, je sais qu'on le dit à chaque fois que ça devient une lapalissade, mais ils sont vraiment en train de nous mener vers l'implosion la plus totale et vers la pauvreté la plus totale. D'accord, restez avec nous. Alors, Abbas Hamadan, j'espère que le problème a été réglé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Merci d'être avec nous, Abbas Hamadan. Ah ben, merci pour l'invitation. Salam alaikum. Désolé pour toutes ces tracasseries. Ça arrive, c'est les aléas de ce genre de choses. Voilà. Abbas Hamadan, donc, est-ce que vous vous êtes un peu documenté, renseigné sur ce Conseil des ministres? D'ailleurs, dans le titre de l'émission d'aujourd'hui, on a dit Algérie, notre Conseil extraterrestre des ministres. Je vous cite quelques points qui ont été examinés. Écoutez bien, on a repris le titre d'un journal parmi les plus proches du régime. Les méga-projets d'investissement annoncés par le président Tebboune. Réhabilitation de la façade maritime d'Alger, rien que ça. Réseau ferroviaire entre Alger, Tamanrast et Adrar, rien que ça. Construction d'un hôpital moderne en partenariat entre l'Algérie, le Qatar et l'Allemagne, rien que ça. Projet générateur de lait, viande rouge, d'huile et de sucre, comme ça, aussi simplement. Modernisation du tissu urbain de Skikda, Annaba, Constantine et War. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne parlerai pas de méga projet, je parlerai plutôt de méga mensonge, mégalomanie. En fait, la question qui se pose, elle est liée au projet de développement qui est en place en Algérie. Parce que si on n'inscrit pas toutes ces annonces dans le cadre du modèle économique, du projet économique, du projet de développement économique, on ne comprendra pas grand-chose. Alors, juste pour rappeler, en fait, le projet économique de tout un pays, il est dicté par le système politique en place. Alors, nous, depuis 1962, il y a l'armée, l'état-major de l'armée qui a pris le pouvoir avec une philosophie obsédante, à savoir le souci permanent d'avoir un contrôle total sur le pays, sur ses richesses et sur sa population. Il faudrait que rien n'échappe au contrôle de l'État. Qui est l'instrument du pouvoir militaire. Donc, à partir de là, s'est développé un projet de développement économique qui a connu plusieurs phases. La première phase, c'est 1967, le premier plan de développement décidé par Boumedienne, qui a décidé, à partir de 1967, d'abandonner l'agriculture totalement et de se consacrer vers ce qu'ils appelaient à l'époque l'industrie industrialisante. Donc l'Algérie, qui historiquement depuis des millénaires était un grenier des céréales, qui nourrissait la France en 1830, un tiers de la consommation de la France en céréales provenait de l'Algérie. Et ça, c'est quelque chose qui, en remontant à l'époque de l'Empire romain, il y avait cette tradition. Donc à partir de 1967, Boumedienne a décidé d'abandonner l'agriculture et
de supporter le développement économique par l'industrie industrialisante. Et ça, avec l'idée suivante, avec un paradigme qui consiste à dire, une fois qu'on a développé l'industrie, on aura suffisamment d'argent et on pourra nous importer tout ce que les Algériens ont besoin pour manger, pour se nourrir. Donc, sauf que ce projet-là, d'industrie industrialisante, était une catastrophe, un échec total, au point où les différentes entreprises publiques, parce que toute l'industrie était contrôlée par l'État à travers des entreprises publiques. Vu la gestion bureaucratique de ces entreprises-là, ça a fait un échec. Et cet échec-là, la GSE, la gestion socialiste des entreprises. Voilà. Donc, à la mort de Boumedienne, il y a eu un rapport. Les gens un peu de ma génération et des générations se rappellent il y a eu un rapport en 1979, je crois qu'il s'appelait le rapport économique et social, quelque chose comme ça, en fait, qui faisait état de l'échec, mais de l'échec total de la politique de développement imposée par Boumedienne. Donc, à partir de là, ils ont décidé, avec l'avènement de Chadli, de réajustement, de mesures de réajustement, c'est comme ça qu'il l'appelait. Ça consiste en quoi? Ça consiste à disloquer les grosses entreprises publiques. Chaque entreprise, elle était éclatée en petits morceaux. La restructuration des entreprises. Exactement. Donc, on est passé d'une dizaine à peu près de grandes entreprises à 80 ou entre 80 et 100 entreprises. Et donc, alors, entre-temps, il y a eu le premier choc pétrolier en 1974, suite à la guerre israélo-arabe. Donc, il y a eu, c'est ça qui a permis à Boumedienne d'investir des sommes énormes dans l'industrie. Et il y a eu le deuxième choc pétrolier en 1982, qui est une conséquence directe de la révolution islamique en Iran. Donc, il y avait énormément d'argent une deuxième fois. Au lieu que le pouvoir, le système se saisisse de cette rentrée d'argent pour mettre en place un modèle de développement économique qui rendra l'Algérie indépendante du point de vue alimentaire, mais aussi développer une industrie adaptée à ses besoins. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'il a fait Chadli? Il nous a, Chadli, le système politique incarné par Chadli, c'était le programme PAP. Donc les Algériens qui étaient habitués dans anti-pénurie. Voilà, le programme anti-pénurie. Donc les Algériens qui étaient habitués à des chaînes, comme on dit chez nous, des chaînes partout, dans les Souk el-Fellah étaient vides et tout. Du jour au lendemain, à partir du début des années 80, l'argent coulait à flot. Eh ben, on a inondé les marchés par des bananes. Les Algériens découvraient la banane, par les bananes, les fromages, des choses comme ça. Et puis, en 86, il y a eu le contre-choc pétrolier. Le prix du pétrole a chuté de façon drastique. Eh ben là, c'était une inflation énorme. Le pouvoir d'achat des Algériens s'est aggravé, voilà. Et donc, c'est ce qui allait donner octobre 88, les émeutes, parce que les Algériens, devaient payer la facture de ces inflationnistes, de ces choix politiques complètement aberrants. Et puis, à partir de 89, on a connu une petite parenthèse avec le gouvernement d'Hamrouche qui a essayé de restructurer un peu les entreprises. Surtout, il s'est attaqué à quelque chose que les généraux n'ont pas supporté. Il voulait s'attaquer au monopole sur le commerce extérieur. Or, on sait, tous les Algériens le savent, que le commerce extérieur, c'est l'importation. Et l'importation, c'est le domaine réservé des généraux. Monsieur Sucre, Monsieur Semoule. Il a le monopole sur le fer, l'autre sur la bière, tel autre général c'est le ciment, etc. Voilà. Donc après, on a eu une troisième chance, vraiment, c'était à la période de Bouteflika,
Donc, l'argent coulait à flot. Au lieu de réfléchir à un modèle économique sérieux, avec une stratégie et des objectifs qui viseraient à rendre l'Algérie la plus indépendante possible, de nourrir les Algériens, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On connaît tous l'histoire des 2000 milliards qui étaient gaspillés. La grande zerda, comme disent les Algériens. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, tant que le système politique, le système militaire, dictatorial, il peut y avoir, on peut absolument rien. Moi, je ferai, comment dire, je ferai allusion dans la mythologie grecque, hein, les fameux les tonneaux d'Énaïde. C'est-à-dire, on va trouver un tonneau et on va vous demander de le remplir. Donc, tant que le système est en place, on ne pourra absolument rien développer de sérieux. Alors, restez avec nous. Nous allons faire des tours de micro un peu plus dynamiques. Je reviens à Hamid Lellou. Hamid Lellou, on va prendre point par point pour essayer d'avancer un peu de façon pragmatique, j'allais dire, tangible. Par exemple, réhabilitation de la façade maritime d'Alger. Ça veut dire d'un peu toute cette Alger qui a une perspective sur la baie d'Alger, tout Alger qui est visible depuis la mer. Ça veut dire quasiment tout Alger, tout le vieil Alger, tout Alger authentique, dont tout le monde sait qu'il est quasiment totalement dégradé, y compris des immeubles qui ont été construits en même temps que des immeubles, par exemple à Paris, du style Haussmann, les immeubles haussmanniens, qui à Paris sont encore impeccables, parce qu'ils sont entretenus, qui à Alger tombent en ruine. Littéralement, c'est pas une expression. Les immeubles tombent en ruine. Mais il n'y a pas que ça. En Algérie, il n'y a plus d'urbanisme, tout le monde le sait. Les gens construisent comme ils veulent. Il y en a même qui construisent sur la terrasse des immeubles, qui construisent d'autres immeubles sur la terrasse des immeubles, si je peux me permettre, 2, 3 étages. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui ont construit sur des trottoirs, d'autres qui ont construit. Moi, je connais le cas de quelqu'un qui a construit sur une rue. C'était une rue qui est devenue 2 impasses, et sa maison au milieu. Je donne ces exemples extrêmes pour donner une idée claire à ceux qui ne connaissent pas bien notre pays. C'est la foire. Tout le monde, chacun fait comme il veut. Il y a des gens qui ont construit sur des parcs, sur des jardins publics. C'est du n'importe quoi. Il n'y a plus d'urbanisme. Il n'y a plus de règles urbanistiques. Il y a beaucoup de gens qui ont construit sur, y compris les pouvoirs publics eux-mêmes, qui ont construit sur des lits d'oued. Et c'est pour ça que après des inondations, il y a autant de gens qui sont sinistrés par ce genre d'intempéries. Aujourd'hui, il vous dit réhabilitation de la façade maritime d'Alger. Comme ça. C'est un régime qui il est dans l'impéritie la plus totale, dans la corruption, dans l'incompétence. Ou pour vous donner un exemple clair, et puis je vous laisserai la parole. Par exemple, vous prenez le budget de l'armée, qui est le plus important des budgets de l'État. À lui seul, il est quasiment le quart, et même plus que le quart, du budget national. Le budget de l'armée, il n'y a pas de contrôle, ni a priori, ni a posteriori. Personne ne demande à l'armée de justifier ses demandes en financement, et personne ne lui demande de justifier ses dépenses. À quoi elle a dépensé ces milliards de dollars? Ces gens arrivent et vous disent réhabilitation de la façade maritime d'Alger. Pour commencer par ce point. Hamid Lellou. Vous savez, vous me faites penser à une anecdote personnelle. Moi-même, j'ai failli être victime directe de ce délabrement de nos immeubles vétustes. J'ai failli perdre ma vie comme une de mes cousines parce qu'il y avait une partie du balcon qui m'était tombée presque sur la tête. Presque. Ma cousine, un autre jour, elle l'avait reçue sur la tête, elle était décédée sur place. Pour vous dire à quel point
Il faut éviter de marcher sous les Balkans parce que le risque est là. Le truc, l'anarchie, qu'est-ce que ça, la construction, l'urbanisation anarchique, c'est dû à quoi? C'est dû à l'absence d'État. S'il y avait un État, s'il y avait un contrôle, s'il y avait une confiance entre l'État, le gouvernant et le gouverné, s'il y avait cette relation, et comme je disais avant, l'urbanisation, c'est une approche interdisciplinaire. Quand vous voulez faire la réflexion de la baie d'Alger, il n'y a pas que le cosmétique, il y a l'architecture, il y a aussi la relation du public, des habitants de la localité avec la place. Il y a tous les commerces que vous devez mettre. Il y a aussi tous les établissements d'éducation, établissements sanitaires, etc. D'ailleurs, Bourga Allah yarhamou, je me rappelle, il avait fait une interview sur l'aéroport international d'Alger. À l'époque, c'était sur le ministre du Tourisme qui avait dit nous pouvons recevoir 2 millions de touristes par an. Justement. À cause de l'aéroport international, entre autres, il lui a dit on n'a même pas de toilettes pour nos gens. Pour les gens qui déambulent dans Alger, oui, je veux bien, Rabbi Rahmou, c'est Bourga. Il lui avait dit oui, je veux bien croire que vous pouvez recevoir 2 millions de touristes, mais moi j'ai une question seulement pour vous. Où est-ce qu'ils vont aller faire leurs besoins? Où est-ce qu'ils vont aller pisser, pour dire le mot comme il a dit lui, dans un pays où il n'y a pas de toilettes publiques? Il n'y a pas de toilettes publiques en Algérie. Absolument. Donc là, faire un projet pareil, encore une fois, c'est d'actualité. On a besoin de ça. On a besoin d'avoir une capitale. Alger, c'est la capitale économique, c'est la capitale politique. Ils auraient pu aussi trouver des financements au niveau de l'UNESCO, avec la Casbah, avec même la baie d'Alger. Ça pouvait être un patrimoine international. Vous avez bien cité toutes l'infrastructure qui se trouve en France et qui datent de la même période, et même après cette période, ou avant, et qui sont en très bel état. Maintenant, est-ce ils le font parce que, comme notre ami Anis a dit, ils se mentent à eux et ils veulent croire à ça, ils veulent nous faire croire des choses qui sont impossibles. Peut-être c'est un petit peu trop tard, mais ce n'est jamais trop tard. C'est avoir les bonnes personnes, avoir la bonne politique. Et j'aimerais bien, je sais que vous voulez faire de manière dynamique, rebondir sur ce que votre invité Hamadan avait dit 2 points. Il a dit 2 points qui sont très importants. Il a parlé de la boumédianisation, parce que, rappelez-vous, c'était comment il s'appelle, le président du Sénat, Goudjil, qui a parlé de boumédianisation. Boumediene est de retour, il a dit. Boumediene est de retour. Donc c'est bien que votre... De Avalane est de retour, Boumediene est de retour. Ça, voilà, il a décrit... Il parlait de Tebboune, bien sûr. Voilà, il a décrit cette période, donc on n'a pas besoin d'y revenir, parce que le régime, il croit que c'est la solution. Encore une solution populiste. Et la deuxième point que j'ai aimé, il a parlé de planification. La planification en ce moment, y compris celle dont il parle maintenant, c'est une planification opérationnelle, alors qu'il devrait parler de la planification stratégique, c'est-à-dire aller au-delà. Nous, ici, moi, en 2009, j'avais assisté à une conférence ici dans la région de Washington pendant 4 jours. En 2009, on avait fait un plan pour 2035. Oui. Donc c'est ça ce qu'il faut, c'est la planification stratégique avec des objectifs sur le moyen et le long terme. Et ce qui est opérationnel, on a besoin bien sûr, mais l'opérationnel et le stratégique, ils sont liés, ils sont reliés l'un et l'autre. Mais nous, c'est du rafistolage, c'est toujours l'opérationnel, c'est maintenant. Je me permets de vous interrompre. Anis, sur ce sujet de réhabilitation de la façade maritime d'Alger, et vous êtes d'Alger vous-même, et sur la façade maritime d'Alger, il y a surtout le cœur battant de la mémoire algéroise, il y a la Casbah. La Casbah qui est
en dégringolade directe sur la façade d'Alger, depuis le Jbel, comme ils disent les Kasbadji, jusqu'à la basse Kasbah, jusqu'à Ketchawa, jusqu'à la pêcherie, et tout le monde sait que la Kasbah n'a pas été dégradée seulement, elle a été assassinée. La Kasbah a été assassinée. Il n'y a plus que la façade. À l'intérieur, c'est tout en ruine. Contrairement aux autres Kasbahs du Maghreb, comme à Fès, comme à Tunis, qui sont des merveilles d'authenticité et de mémoire, la Kasbah d'Alger a été réduite en ruine. Et il vous parle de réhabilitation de la façade maritime d'Alger. Alors, comme le disait la fameuse chanson Al-Bahja Bidamat Houl, malheureusement, mais elle est en train d'être détruite. Alger est en train d'être détruite, et plus précisément la Kasbah, qui est pour moi l'âme d'Alger. C'est un endroit d'Alger auquel je suis extrêmement lié par ma famille, qui est de la Haute-Kasbah, et d'ailleurs l'ex-rue de Chartres, qui est juste à côté du TNA, porte le nom de mon défunt grand-père, Ammar Ouqama. Donc mon histoire familiale est très liée à cette Kasbah, c'est plus qu'un truc historique, c'est vraiment l'âme de la révolution algérienne, l'âme du Chabi aussi, de l'Inqa, etc. Bref, ça mériterait qu'on fasse toute une émission sur ça sera le sur cas, ce sujet-là. ça sera le cas, je vous le promets. Et en réalité, il y a eu... moi, j'étais proche de gens qui sont dans SOS Kasbah, de gens qui ont essayé de faire des choses bien intentionnées, hein, qui ont essayé de voir comment rénover, comment faire des choses. Et c'est resté lettre morte. On avait annoncé qu'il y avait Jean Nouvel qui devait refaire ou participer à la réflexion ou la réhabilitation de cet endroit magnifique. Ça n'a pas été fait pour des raisons politiques. Ok, on comprend. Les Turcs se sont proposés. Et après, est-ce qu'il n'y a pas de l'argent qui est parti? On ne le sait pas. Voilà, il y a des questions qui se posent. Peut-être qu'on préparera un sujet sur ça bien approfondi. J'ai des contacts qui peuvent bien nous renseigner sur ça. Et en réalité, on est peut-être dans un nouveau scandale encore un. Au cœur de la capitale. Ce dont parle Hamid Lellou et en fond aussi ce dont parle Hamadan, c'est de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est tout ce qui concerne la construction d'une ville ou d'un espace de vie qui va mêler à la fois sécurité, à la fois accessibilité, à la fois maintenant des contraintes aussi écologiques qui existent en Europe. Et en réalité, tout cela s'inscrit, comme disait exactement Hamid Lellou, s'inscrit dans une politique beaucoup plus globale. Et effectivement, le global rejoint le local. On parlait tout à l'heure, mais je parlais d'investissement. Je vais revenir sur ce point, car il est complémentaire par rapport à ce que disaient mes camarades. L'Algérie ne se situe pas. Si seulement, dans cette logique-là délirante, un peu boumédianiste, on s'est situé dans une logique zama anti-impérialiste et qu'on se mettait proche de la Chine, je ne dis pas que c'est le choix que j'aurais fait moi-même si j'étais décideur, mais à la limite, disons qu'on serait mis dans la nouvelle route de la soie, dans One Road, Road and Belt Initiative, c'est-à-dire ce méga projet que fait la Chine de relier son espace à l'Europe comme il y avait les anciennes routes de la soie. Il y a des pays qui ont fait ce choix-là. Il y a des pays comme Djibouti, ça a réussi, pour d'autres ça n'a pas réussi, même en Europe. En Grèce, par exemple, le port de Pirée a été donné, plutôt vendu aux Chinois, qui le gèrent. Apparemment, ça marche bien. À Djibouti, ça marche moins bien. Pourquoi on ne fait pas une analyse pour savoir comment on peut tirer profit de ce projet-là, de ce méga projet, et peut-être d'autres projets aussi? Ça ne veut pas dire se vassaliser par rapport à des puissances. On vit dans un monde, qu'on le veuille ou non, globalisé, à part si on veut suivre l'exemple catastrophique nord-coréen ou cubain, et qu'on se retire du monde. Il faut rappeler à ceux qui sont obsédés par l'hypercentralisation, disons-le, communiste, que dès les années 20, Lénine lui-même disait que c'était une catastrophe. Peut-être que je vais entrer dans un point un peu plus idéologique, mais dès les années 20, Lénine commençait à réfléchir à sortir de la centralisation excessive des moyens de production, parce que ça donnait un pouvoir en plus du pouvoir coercitif de l'armée et de la police à un régime qui allait forcément aboutir au stalinisme. En Chine, ils ont fait le même constat. Dans les années 70, ils ont vu que c'était une catastrophe pas possible, cette hypercentralisation des outils de production, et que ça n'aboutissait pas du tout
à la dictature du prolétariat. Et bien au contraire, ça aboutissait à une dictature tout court des capitalistes d'État, et que les capitalistes, en réalité, sont juste devenus des fonctionnaires qui allaient prendre de toute façon l'argent, par privatisation ou par accaparement des outils de production et par toute la corruption qui s'ensuit. Et ben, ils ont amorcé des réformes dans les années 70 avec Deng Xiaoping, qui est le grand réformateur chinois, qui avait cette célèbre phrase de dire « Peu importe que le chat soit noir ou blanc, l'essentiel c'est qu'il attrape une souris. Peu importe l'idéologie, si on peut se faire de l'argent, si on peut faire vivre nos citoyens. » Je l'ai écrit ce matin sur Facebook. J'ai dit, moi je suis ni de gauche ni de droite, je suis du Sud. Moi je suis pour un pragmatisme économique qui est anti-idéologique, qui serait dans une logique de fournir des moyens économiques de subsistance à mon peuple. Moi je ne prétends pas me faire le chantre du tiers-monde, etc. Ces idées-là sont belles, je les partage, mais chaque pays se bat, chaque région se bat pour survivre dans ce monde qui est de plus en plus agressif, et on le voit avec les tensions actuelles, et ça me fait rire les gens qui sont encore dans des délires idéologiques qui ont montré leurs limites. Oui. Ça a montré ses limites, cette logique de Boumedienne et de taper sur le poing, d'aller parler à l'ONU, etc. Et qu'est-ce qu'on a gagné de tout cela? Oui. Qu'est-ce qu'on a gagné? Je ne crache pas sur le fait qu'on a soutenu de nobles causes, et je soutiens encore de nobles causes. Mais il faut savoir être pragmatique, parce que soutenir de nobles causes ne donne pas à manger. Et là, c'est un problème de développement de notre pays. Et je le dis encore une fois, des nations existent, c'est peut-être pas le meilleur modèle, l'État-nation, je finis sur ça, mais c'est tout ce qu'on a. Et c'est pas avec nos 140 milliards de PIB ou nos 44 millions d'habitants et la 32e armée dans le monde qu'on va changer la planète et faire une révolution mondiale. Abbas Hamadan, sur ce sujet de réhabilitation de la façade maritime d'Alger, donc qui a été examiné par le Conseil des ministres, qui est considéré comme l'un des méga-projets de M. Tebboune, mais aussi dans le même chapitre de modernisation du tissu urbain de villes comme Skikda, Annaba, Constantine et Oran. Constantine, que je connais très bien dans toutes les Kasbahs. Le vieux Constantine a été littéralement... Il n'existe quasiment plus. Pareil pour Annaba, qu'on appelait la coquette avant, et qui aujourd'hui se distingue par un problème de ramassage des ordures, par un problème de mauvaise odeur, par un problème de pollution qui est en train de faire tomber malades des milliers de gens. Beaucoup de gens sont devenus asthmatiques à Annaba à cause de ce problème. Pareil à Ouaran, où des quartiers entiers, comme Sidlaouari, les planteurs, sont en train de s'effondrer sur la tête des gens. Et vous parle de modernisation du tissu urbain, réhabilitation de la façade maritime d'Alger. Abbas Hamadan. Oui, alors, en fait, pour qu'un régime puisse s'intéresser aux questions de l'urbanisation, du patrimoine culturel et tout, cela suppose que ce sont des gens qui ont un certain niveau intellectuel, qui comprennent l'intérêt de préserver un patrimoine et tout cela. Or, on a affaire à des généraux qui sont incompétents intellectuellement, physiquement et tout ce qu'on veut. Ce qu'a subi l'Algérie en termes de défiguration, soit du paysage urbain ou du paysage tout court, c'est une catastrophe, c'est un cataclysme. Moi, les villes qu'on a connues dans les années 70, 60, 70, ben, aujourd'hui, on ne les reconnaît plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous n'avons pas un État au sens moderne du terme. Nous avons un État qui est au service d'une caste militaire qui se soucie ni des Algériens, ni de l'Algérie, ni du patrimoine, ni de rien du tout. Vous savez, quand vous allez au Maroc, nos voisins, il y a 2 secteurs ou 2 thèmes sur lesquels on ne peut pas badiner, sur lesquels on ne peut pas déroger. 1, c'est tout ce qui touche au roi, et 2, c'est l'urbanisme. C'est quelque chose qui est très, très contrôlé. Pourquoi? Parce que derrière cela, il y a un souci effectivement civilisationnel,
de préserver la civilisation, et deuxièmement, parce que c'est une source pour le tourisme. Parce que si on avait un modèle de développement qui va dire, voilà, je vais baser mon modèle économique sur le développement de l'agriculture parce que j'ai le soleil, j'ai les terres cultivables, des terres fertiles, j'ai les ressources hydriques, donc je développe ça pour nourrir les citoyens algériens, voire même pour exporter. Je peux développer en parallèle le tourisme parce que le potentiel touristique dont dispose l'Algérie dépasse de très très loin le Maroc et la Tunisie. Or, les seuls touristes qui viennent en Algérie, ben, c'est nous, c'est la diaspora, quand ils rentrent pour voir leur famille. Voilà. Donc, s'il y avait le souci, par exemple, on avait une vision stratégique, développer le tourisme, fatalement, on va dire, et il faut, pour attirer les touristes, il faut, parce que le touriste, il vient pas voir des HLM, des bâtiments, il vient voir la Casbah, une belle Casbah, il va voir une architecture authentique et tout cela. Donc voilà, c'est ça le tourisme, c'est de voir ce qui est authentique, ce qui est local. Donc, on revient toujours au sujet de départ. Hein. Nous sommes depuis 1962, dans une économie rentière. On a le pétrole, les hydrocarbures, le pétrole et le gaz. Alors, et on dépend de l'étranger. Si le prix du pétrole, des hydrocarbures monte, on a de l'argent, eh ben on distribue. On distribue, donc on commence par les dignitaires militaires et les dignitaires civils, et après on saupoudre un petit peu les soutiens, les partis et tout ça, les ministres, et après le reste, voilà, on ramène les bananes, on fait des projets pour les jeunes, voilà. Mais avec le même souci, c'est de garder le contrôle sur le pays et les richesses, parce que le développement d'une industrie, de l'agriculture, de la culture, de tous ces secteurs, ça veut dire la naissance d'une société civile indépendante du pouvoir. Mais ça, ils ne veulent pas. Ils veulent avoir un contrôle total sur tout ce qui bouge en Algérie, sur les âmes, sur l'histoire, sur la mémoire, tout contrôler. Voilà. C'est pour ça que moi, leurs projets là, ils vont, tout le monde, on imagine, ils vont débloquer une enveloppe. Ben, on sait pertinemment que 70% de cette enveloppe ira dans les poches des généraux et de leurs relais. Tant que c'est ce système-là qui est en place, on ne pourra malheureusement pas développer grand-chose. Il faut arriver, comme le font tous les pays du monde, à définir un modèle économique avec des objectifs. Alors, je peux citer 2-3 objectifs. Premier objectif, nourrir les Algériens et leur éviter toutes ces chaînes-là pour le lait, pour l'huile et tout ça. On ne peut pas être à 100% indépendant, mais comment dire, il faut être le plus indépendant possible. La deuxième chose, c'est le transfert technologique. Est-ce qu'on a une stratégie pour ramener chez nous la technologie? On a des atouts. Les Chinois ont utilisé leurs atouts. Aujourd'hui, c'est la première ou la deuxième puissance technologique. Nous, l'atout qu'on a, regardez, si on parle de la situation actuelle, nous sommes en position de force par rapport à la question du gaz. On peut monnayer, on peut négocier en position de force pour justement mettre sur place, c'est-à-dire pas seulement signer des contrats de vente de gaz, mais signer et en contrepartie aussi parler de former des ingénieurs algériens, développer la recherche scientifique et tout cela. Voilà un deuxième objectif concret qui peut être mis en place. Donc, à partir de, si on a le souci vraiment de l'intérêt du pays et du peuple, on se fixe des objectifs dans ce sens. Après, tout le reste suit.
Là, ils veulent construire un TGV Tamaras-Alger. Ben, nous allons y arriver, justement. Pardon? Nous allons y arriver. Alors, sans aucun objectif, sans aucun... On ne sait pas, c'est de l'improvisation, c'est de la gesticulation, comme ils ont l'habitude de faire. très bien. Alors, je vais vous demander, mes chers invités, maintenant d'accélérer un peu le tour de micro, environ 2 minutes chacun, pour pouvoir parler des autres sujets. Nous allons parler de cet hôpital moderne en partenariat avec le Qatar et l'Allemagne. Donc, mais curieusement, ça tombe en même temps que la déclaration du ministre de la Santé qui a, j'allais dire, très violemment contredit, démenti son président, son propre président, qui avait dit nous avons le meilleur secteur de la santé en Afrique et dans le Maghreb, alors que lui va soigner ses petits bobos en Allemagne. Monsieur le ministre de la Santé, écoutez bien ce qu'il dit, il dit la plupart de nos CHU, centres hospitalo-universitaires, ça veut dire que c'est le cœur battant du secteur de la santé. C'est le cœur battant dans tous les pays du monde, les CHU. Il dit la plupart de nos CHU sont vétustes, inadaptés à la médecine moderne. C'est une petite phrase lapidaire qui a démenti Tebboune, mais d'une façon absolument, alors, nous allons parler de ce point et de la situation de la santé en Algérie, contrairement à ce qui est en train de nous dire le Conseil des ministres et M. Tebboune. Je vous demanderai donc d'agir un peu, de répondre de façon un peu dynamique pour que nous puissions passer aux autres sujets. Hamid Lelou, sur ce point. Cette déclaration fracassante du ministre de la Santé qui, théoriquement, est bien placé pour parler des choses de ce genre, puisqu'il est professeur de médecine. Ça confirme une théorie. Une théorie, c'est que un gouvernement, c'est comme dans les gouvernements, par exemple, démocratiques, on n'a pas de majorité absolue. Donc, il y a des majorités réduites et chaque groupe politique impose ou essaie d'imposer ses propres ministres. En Algérie, ça confirme ce qui se passe entre le combat ou la guerre entre les clans. Donc, Tebboune, il fait partie d'un certain clan. Ses ministres, ils ne font pas forcément partie du même clan. Donc, c'est un clan opposé à Tebboune qui lui lance des grenades. Vous pensez qu'il aurait fait exprès cette déclaration pour gêner Tebboune, pour le contrarier, ou il l'a fait parce que c'est honnête de le faire, qu'il ne peut pas se permettre une autre attitude? Si on est honnête, on ne fait pas partie de ce gouvernement. Je pense que c'est seigneurs, ceux qui dirigent le clan. Écoutez, chaque ministre, chaque tête qu'on voit civile qui fait partie du gouvernement, ils appartiennent à des clans et ils obéissent à des ordres qui viennent d'un clan. Donc pour moi, ma lecture à moi, c'est que le clan qui est derrière Ben Bouzid est en train de torpiller le clan de Tebboune. Voilà, c'est la seule explication. Très bien. Il n'y a ni courage, ni autre. Anis El-Qama, sur cette... C'est incroyable, ce clivage de ce qu'a dit... entre ce qu'a dit M. Tebboune, le meilleur secteur de la santé d'Afrique et du Maghreb. Il a même dit habba man habba wa kariha man kariha. Qu'on le veuille ou non, que vous le vouliez ou non, c'est ça. Et le Ben Bouzid, qui est autrement plus sérieux que Tebboune, autrement plus compétent, quoique même s'il fait partie de ce régime, a dit non, nous avons des CHU, centres hospitalo-universitaires, qui sont délabrés, qui sont vétustes, qui sont inadaptés à une santé moderne. Comme dit le camarade Hamid Lelou, encore une fois, on est d'accord. De toute façon, avec les personnes qui sont présentes ici, je serai tout le temps d'accord. Ça peut être l'expression des guerres de clans internes, parce qu'effectivement, les ministres ne sont pas en réalité nommés par le président, ils sont nommés par des militaires qui discutent dans leur villa.
et ils sont aussi l'expression d'un clan, donc de différents clans qui se battent. Après, sur le côté formel, si on veut discuter du côté formel, effectivement, on l'a vu pendant la crise sanitaire que nos hôpitaux sont des mouroirs, qu'en réalité, la capacité de nos hôpitaux, la salubrité, l'équipement est manquant. Et encore une fois, lorsqu'on va dans ce sens-là, les mensonges sont légion. Ou sans les fameux 2 hôpitaux chinois que Tebboune avait promis en haut de la crise du coronavirus, il y avait aussi le projet, je crois, enfin à chaque fois il nous sort une nouvelle histoire, il y avait un projet aussi d'un hôpital uniquement allemand cette fois-ci, et ensuite c'est devenu un hôpital allemand qatari, on ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas? Est-ce qu'un seul hôpital, si tant est qu'il pourra être réalisé, est-ce qu'un seul hôpital aussi performant soit-il, est-ce qu'il va suffire? Est-ce que ça ne va pas au contraire être une cause d'inégalité? Parce qu'on imagine qui va se soigner dedans. Ce sont eux qui vont se soigner dedans, leur clientèle, leur parentèle, et les autres, ils vont aller dans les mouroirs habituels. Un seul hôpital pour tout un pays? Et encore une fois, moi je l'avais dit dans une émission, c'est une question de gestion. C'est une question de gestion parce qu'en réalité, si on fait les statistiques, les CHU, donc je crois qu'il y a autour de 14 ou 15 CHU en Algérie, si ma mémoire est bonne, et la couverture de polycliniques est relativement, je dis bien relativement bonne. Mais le problème est dans la gestion. Et qui dit gestion dit politique. Et qui dit politique dit les personnes, les directeurs qui sont nommés dans les hôpitaux. Est-ce qu'ils travaillent réellement pour la santé publique ou est-ce qu'ils travaillent pour pouvoir détourner de l'argent, détourner du matériel médical, le revendre à des cliniques, etc. Est-ce que c'est le cas? Non. On sait très bien, on connaît très bien les pratiques qui se passent dans les hôpitaux. Plusieurs scandales ont éclaté, plusieurs vidéos sont sorties de l'intérieur des hôpitaux, des médecins ont parlé, des infirmiers ont parlé. Ces médecins-là, il ne serait pas délirant de penser que c'est eux qui ont postulé et 1200 d'entre eux sont partis. Tout est lié. En réalité, tout est lié. Donc, en fait, ces 1200 ne sont que la partie visible de l'iceberg, oui. Puisque rien qu'en France, il y aurait 15 000 médecins algériens établis en France qui ont fait leurs études en Algérie. Oui, absolument. Et puis, on peut s'imaginer que dans ces 15 000-là, c'est pas qu'on peut s'imaginer, il y a d'énormes sommités, il y a des personnes qui ont fait le bonheur des hôpitaux français pour notre malheur, mais en même temps, c'est pas les personnes que je condamne. Moi, je ne condamne pas le choix de ces médecins-là. Contrairement à un des députés délirants qui avait dit qu'il fallait les envoyer dans le sud, encore une fois, une logique de goulag et une logique de l'URSS stalinienne. Moi, je cherche la source des choses et le problème en réalité, au fond, même si peut-être que par rapport à notre population qui a augmenté, il faudrait encore quelques hôpitaux, mais rien que si on travaillait bien, donc si on avait les bonnes désignations, si la politique, encore une fois, c'est une question politique, globale était bien gérée, en réalité, il nous faudrait que peut-être 5 ou 6 CHU en plus, très bien. Et on pourrait couvrir toute l'Algérie. Très bien. Abbas Hamadan, sur cette question de cet hôpital qu'ils vont construire en partenariat avec l'Allemagne et le Qatar, et cette contradiction entre une déclaration de Tebboune qui dit « Nous avons le meilleur secteur de la santé » de Tebboune et celle du ministre de la Santé qui dit nos CHU sont inadaptés à l'exercice d'une médecine normale, qui sont vétustes. Et il parle de CHU, ça veut dire ce qui est censé être le cœur battant du secteur de la santé, de ce secteur de la santé dont M. Tebboune nous dit qu'il est le meilleur d'Afrique. Moi, je n'écarte pas l'hypothèse que ça rentre dans le cadre de la lutte des clans. Je n'écarte pas cette hypothèse, mais au fond, la question le problème de la santé, la politique de santé, sur le plan du droit, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Constitution algérienne, elle parle du droit d'être soigné et de l'égalité, justement, de l'accès aux soins. Or, qu'est-ce qui se passe en Algérie? En Algérie, on a reproduit le système colonialiste qui reposait sur le fait de diviser les citoyens algériens en deux collèges.
Donc, à l'époque du colonialisme, on a le collège des Européens et le collège des indigènes. Donc, ils étaient, comment dire, ils n'avaient pas les mêmes droits. À l'indépendance, on a reproduit le même schéma, mais c'est les acteurs qui ont changé. Donc, on a en Algérie un premier collège. Alors, sur le plan de la santé, ce premier collège, quand ils ont beau dos, quand ils ont un peu malade, des fois même pour une remise en forme, ils vont à l'étranger. Ils vont en Espagne, ils vont en France, en Allemagne, en Tchéquie et tout ça. Il y a même pour des séances d'amaigrissement, de remise en forme, on a vu des dignitaires du régime, du pouvoir, qui sont allés en Tchéquie, etc. Donc, pour eux, le deuxième collège, c'est-à-dire le peuple algérien, eh ben, il va soigner dans des hôpitaux dont la plupart étaient construits à l'époque coloniale. Quand on va dans les hôpitaux algériens, c'est un drame. C'est comment dire, c'est quelque chose qui fait très très mal au cœur. La situation dans laquelle... Le malheur, Abbas Hamadan, ce ne sont pas seulement, comme l'a dit le ministre, les hôpitaux vétustes. Pardon, est-ce que vous m'entendez, Abbas Hamadan? Oui, allô? Le malheur est que ce n'est pas seulement une question de vétusté dont parle monsieur le ministre, c'est aussi que même les hôpitaux construits après l'indépendance tombent littéralement en ruine, sont très mal tenus et sont complètement inefficients sur le terrain. Je vous laisse poursuivre très vite, Abbas Hamadan. Oui, en fait, il y a l'égalité des citoyens, l'égalité d'accès aux soins, et la deuxième, sur le plan du droit, c'est l'égalité entre les régions. Il y a certaines régions en Algérie, on ne dirait pas qu'ils ne sont pas considérés comme des Algériens. Je parle par exemple du Sud, certaines régions de l'intérieur du pays. Ils sont complètement négligés, abandonnés. Voilà. Donc c'est une question d'abord, c'est une question de droit. Restez avec nous, Abbas Hamadan. Alors, dernier tour de micro. Vous allez vraiment n'avoir que 2 minutes parce que nous sommes à la fin de l'émission. Je vous laisserai parler au choix de ce projet d'industrie génératrice de lait, de viande rouge, d'huile et de sucre et de ce réseau ferroviaire entre Alger et Tamanrast Adrar. Rappelez-vous que M. Tebboune nous avait parlé d'un TGV entre Tamanrast et Alger, un TGV sur 2400 km. Et aussi sur cette fameuse histoire du PDG de Sonatrach qui a accordé une interview au journal Liberté, une interview par écrit. Ça veut dire qu'il ne peut pas démentir, il ne peut pas dire « non, je n'ai pas dit ça ». Mais comme le régime lui est tombé dessus, parce que le régime a peur de la Russie, et lui, le PDG, a suggéré qu'éventuellement on pourrait trouver comment produire un peu plus de gaz que nous mettrions en Europe sur le marché européen pour compenser un peu éventuellement le manque de gaz russe si ça venait à se produire. Alors, je vous laisse la parole, Hamid Lellou, mais vraiment c'est 2 minutes et je me permettrai de vous interrompre à chaque fois. Hamid Lellou. Ok. À supposer que ça soit vrai, à supposer qu'ils soient sérieux, qu'ils vont faire ce méga projet, je vais prendre le cas de ce train ou bien le port de Cherchell. Et là, je vais analyser ça en rebondissant sur l'idée de mon ami Anis qui a parlé du BRI, c'est-à-dire l'initiative de la route de la ceinture chinoise. Dans ce cadre, les Chinois seraient capables de le faire. Ils seraient capables, et ils ont 2 types de financement à travers des crédits. Il y a 2 types de crédits. Ils donnent un crédit et ils donnent un crédit privilégié. Je connais très bien ce sujet puisque j'ai travaillé avec le ministère du Commerce ici aux États-Unis. Alors, quand ils vous donnent un crédit, c'est OK, mais ils préfèrent vous donner un crédit privilégié. Et le crédit privilégié, ça veut dire que c'est un crédit dont ils savent que le pays receveur n'est pas capable de rembourser. Et c'est le cas de la Grèce et de Djibouti et aussi de Kenya. Et dans ce cas-là, quand vous n'êtes pas capable de rembourser, eh ben eux, ils le prennent, ils le gèrent de manière directe. Donc la gestion du port grec ou bien du port de Djibouti ou bien le train du Kenya, c'est dû à ça, c'est que l'État n'était pas capable de rembourser.
Donc, moi, j'aimerais bien croire qu'ils font ces projets-là, et les Chinois le savent très bien, et les Chinois vont saisir cette opportunité. Les Chinois seraient capables et prêts à financer ce genre de projet, sachant que d'ici peu, l'Algérie ne sera plus solvable, donc ne sera plus capable de rembourser, donc va récupérer cette infrastructure. Et voilà le fin, Merci, le fin Hamid mot de Lello. ma... Anis El-Qama, Merci. en 2 minutes, s'il vous plaît. Moi, je voulais parler de cette question du gaz qui enflamme tout le monde, sans mauvais jeu de mots, et d'Europe. En réalité, si on regarde le pourcentage comment dire, d'importation, donc réellement ce que pèse l'Algérie dans les importations européennes, on est uniquement à 11%. Donc en réalité, c'est pour ça qu'ils sont en train de se tourner vers d'autres solutions comme le Qatar, comme d'autres pays, même si l'Algérie a certaines, comment dire, le gaz c'est un marché qui est un marché local. On ne peut pas facilement stocker du gaz, c'est possible, mais on parle du gaz liquéfié, mais en tout cas dans le gaz qui va dans les gazoducs, il faut le faire le plus rapidement possible. Et pour cela, il y a des solutions. Par exemple, j'ai lu tout à l'heure qu'il y avait un projet de de gazoduc entre l'Espagne et la France pour aller en Allemagne, car en réalité, le pays qui a le plus besoin de cet appoint-là, qui avait le plus besoin du gaz russe, c'était l'Allemagne, puisqu'ils n'ont pas de nucléaire. La France peut se passer, dans son mix énergétique, un peu plus du gaz. Et encore, ça sera difficile. Mais l'Algérie, en réalité, les investissements, l'infrastructure ne permet pas de faire sortir plus de gaz. Ça, c'est premier point. Deuxième point, on se sabote nous-mêmes pour des petites, minuscules considérations de géopolitique de quartier, je dirais, avec le Maroc, en nous enlevant le tuyau de gaz qui passait par le Maroc et qui allait en Espagne. Troisièmement, ce que je voulais dire troisièmement, c'est que les investissements et l'infrastructure qui pourraient être investis ne pourra pas être investi dans un laps de temps nécessaire pour l'Europe. Donc l'Europe va forcément se tourner vers d'autres pays. Et la consommation interne en Algérie augmente énormément. Et donc même si, je l'ai dit tout à l'heure, le gaz et le pétrole augmentent, on ne pourra pas en tirer bénéfice. On ne pourra pas en tirer bénéfice parce qu'on consomme déjà trop en interne et l'exportation se réduit comme peau de chagrin. Voilà, merci. Merci, Anis Kama. Alors, Abbas Hamadan, vous avez le mot de la fin en 2 minutes, s'il vous plaît. Alors, si la conjoncture, cette crise-là, aurait pu être très profitable pour l'Algérie si on avait un pouvoir qui se souciait vraiment du peuple algérien et de l'Algérie tout court. Parce que c'est une situation qui met l'Algérie en position de force. On aurait pu profiter de cette situation pour négocier un tas de choses, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, le transfert technologique, des projets de développement et tout ça, pour pouvoir faire un effort par rapport à l'exportation du gaz, qui reste très très limité, il faut le rappeler. Or, quand il y a une situation comme ça, à quoi va réfléchir le pouvoir? Alors toujours à la même chose, comment se maintenir, continuer de se maintenir. Il va essayer d'utiliser cette situation pour négocier comme ils l'ont fait avec l'Espagne, hein, quand ils ont négocié le gaz et en contrepartie, il y a eu l'extradition de notre frère Mohamed Abdallah. Donc ça a été négocié dans le cadre justement de ces transactions gazières. Donc il va essayer le pouvoir d'utiliser cette situation, cette crise, non seulement au profit de l'Algérie, au profit du peuple algérien, mais au profit du système lui-même. Voilà, donc il va essayer de négocier comment faire pression sur les opposants à l'étranger et tout cela. Malheureusement, voilà, c'est la triste réalité. Merci Abbas Hamadan, merci Anis El-Qama, merci Hamid Lello, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Khawala khair, bislama.